Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce que je pourrais acheter un Ford Mustang Mach-E? Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Nous sommes à bord du Ford Mustang Mach-E. J'avoue que je suis plutôt content que c'est mon premier Mustang, ma première Mustang plutôt. Et voilà, alors beaucoup vont dire non mais Armel, c'est pas une vraie Mustang, le V8 n'est pas là, le plaisir n'est pas le même, etc. C'est un vaste débat, c'est un large débat, mais je peux vous dire, avoir ce petit cheval sur le volant, je tenais donc à remercier le groupe BDB de Quimper, Ford, qui m'a mis à disposition pour le week-end cette Ford Mustang Mach-E, voiture de direction, pour me permettre de l'essayer et de voir avec vous pourquoi est-ce que je pourrais acheter cette Ford Mach-E. Donc aujourd'hui on aborde du Ford Mustang Mach-E. On va d'abord faire, comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, un premier trajet un petit peu mixte d'une trentaine de kilomètres autour de l'agglomération de Lorient, avec une partie ville, une partie un peu départementale et une partie nationale à 110 km/h, qui va me permettre un petit peu de découvrir avec vous, de vous faire partager un petit peu mes sensations, sachant que je l'ai déjà depuis 24 heures ce véhicule-là. Je vais découvrir avec vous le véhicule, les plus, les moins, ce que j'aime pas, faire un petit peu le tour du véhicule. Dans un deuxième temps, on se retrouvera plus sur le bilan des consommations, et puis aussi voir en termes de tarification, et puis en termes d'application. Parce que c'est vraiment une très bonne surprise, je ne veux pas vous spoiler, du Ford Pass de cette Mustang Mach-E. Alors, déjà, je vais vous mettre des images extérieures. Le bébé, il est beau. Sincèrement, moi je suis assez fan de la ligne. Alors, certains vont nous dire SUV. Je regardais récemment là une vidéo sur le nouveau Peugeot 408 et de se dire oui, c'est pas un SUV, c'est un nouveau véhicule, etc. Alors oui, on va dire qu'on est dans un SUV dans le sens où on est surélevé par rapport à des voitures, des berlines conventionnelles. Par contre, clairement, la position de conduite n'est pas aussi assise qu'on peut avoir sur d'autres SUV, comme j'ai pu le tester sur l'Enyaq, l'ID4, l'ID5 ou voire le modèle Y, pour ne parler que de voitures électriques. Donc on est sur un véhicule qui est la première Mustang dite SUV. Par contre, on retrouve la ligne typique Mustang. L'avant a été dessiné par les designers américains et l'arrière par les designers européens du groupe Ford. Et franchement, moi je trouve la voiture très homogène, très belle. On retrouve quand même les lignes marquantes chez Ford. Ce profil arrière que je trouve extraordinaire à la Ford Mustang Fastback 69, qui est pour moi l'icône. Si je devais en avoir une, si je devais en essayer une, ce serait celle-là. D'ailleurs, je n'ai jamais essayé de Ford Mustang thermique. Si tu es en Bretagne, si tu n'es pas trop loin de Lorient, etc. Enfin, si tu es sur la Bretagne et que tu as une belle Ford Mustang et si en plus tu avais une Fastback 69, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je ferai une vidéo sur une thermique sur ma chaîne rien que pour cette voiture. Voilà, vous le remarquez, je suis quand même un peu excité. Et là, pour être dedans, alors j'essaierai de vous faire une prise de vue et compagnie. C'est assez impressionnant parce que quand on est assis devant en conducteur, on a ce capot qui est très haut, qui est très profilé, mais qu'on voit. On le voit ce capot, on voit son bosselage et tout. C'est assez magique comme impression. Un peu comme sur la Tesla, quand on regarde dans les rétroviseurs, on voit l'arrière galbé, un petit peu survitaminé dans les rétroviseurs. C'est très joli, c'est très agréable. Donc franchement, moi, je dirais le look extérieur, je valide complètement. Cette calandre est sublime. Alors là, on a une couleur assez dingue. Je pense pas que je l'aurais acheté cette couleur, mais on ne peut que la remarquer. Le directeur des ventes me le disait. Si on a une Mustang, autant qu'on le voit et que ça se voit, c'est clair que là on peut pas y échapper. Elle est quand même assez détonnante. Voilà. Donc franchement, je suis fan. Et l'intérieur, l'intérieur, on est vraiment dans un véhicule mais totalement premium. Clairement, là, ça m'a mis une claque. La qualité visuelle est superbe. Alors, on a un petit peu cette même impression que j'avais dans la Mégane E-Tech. C'est-à-dire qu'on a une hauteur de tableau de bord et une hauteur de portière assez élevée. Ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit bien encadré. Par rapport à la Tesla où on va avoir un tableau de bord très bas, on va se retrouver, nous, conducteurs, très haut par rapport au mobilier du véhicule. Là, c'est vraiment le contraire. Donc, on a vraiment l'impression d'être engoncé, d'être vraiment dans le véhicule. C'est une ambiance qui est très différente et qui est assez sympa.
Le toit vitré, les vitres, la hauteur des vitres, etc. participent à une très bonne luminosité du véhicule et qui contraste bien derrière avec ce mobilier assez sombre. Cette planche de bord, moi je trouve extra, avec ce dessin rappelé, en fait ce sont les haut-parleurs ici, ce sont des haut-parleurs et du système audio, là on a le système BB très haut de gamme et qui nous rappelle le dessin original des planches de bord de la Mustang. Moi je trouve que c'est très joli, on s'y retrouve et franchement les finitions sont très bien, aucun bruit de mobilier. Les portières, alors vous voyez, hein, je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais il pleut. Pour une fois, je vous fais une vidéo sous la pluie pour enfin vous prouver, oui, c'est vrai qu'en Bretagne, il peut aussi pleuvoir. Les portières, on a des plastiques assez moussés ici sur toute la portière. Ce haut-parleur qui revient sur le haut de la portière qui nous fait une continuité avec ce bloc qui contrôle les vitres, les rétroviseurs, etc. C'est vraiment super. Ce petit levier d'ouverture de portière électrique. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. Là, je dirais le seul reproche qu'on va faire derrière, c'est que l'espace de rangement dans la portière est étroit, petit, et là clairement une bouteille on peut pas y mettre, on peut pas tout avoir, le style il est là. Ce double écran, donc cet écran 15 pouces 5 vertical, c'est le truc finalement qui m'a moins convaincu dans cette voiture. Il est très massif, il est très vertical, pas assez orienté je trouve vers le conducteur, j'ai mis un peu de temps à m'y habituer. Mais je trouve qu'il a une vraie légitimité parce que mettre un écran à l'horizontale comme on peut l'avoir sur les modèles 3, les modèles Y, etc. aurait cassé cette ligne de tableau de bord où il fallait vraiment qu'on rappelle l'esprit Mustang, donc vraiment bien. Ici, on a un petit écran LCD LED de très très bonne définition. On va retrouver les informations essentielles d'autonomie de consommation, de pourcentage de batterie, d'environnement autour de la voiture, de vitesse, de lecture des panneaux, etc. On va retrouver la température. Donc, franchement, ça tombe très bien sous les yeux. C'est vrai que c'est beaucoup plus ergonomique et intuitif que le parti pris de Tesla, notamment de tout représenter sur l'écran central, même si moi je m'y suis habitué. Mais voilà. Et cet écran central, 15 pouces 5, très belle définition, très réactif. On va avoir, allez, 4 parties dans cet écran. On va avoir une première partie, un petit bandeau en haut avec rappel, température, etc. Un menu ici de réglage du véhicule, un menu ici de réglage de notre propre profil, pardon, et d'applications que l'on peut retrouver, des applications type Apple CarPlay, Android Auto, Tidal, Sketch, Tiles, etc. Il y a eu des vraies améliorations par rapport à un peu plus d'un an quand la voiture a été lancée, parce qu'il y avait très peu d'applications. Les gens disaient oui, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de multimédia, contrairement à la Tesla, etc. Bah, ça vient. On peut télécharger des applications. Pour l'instant, il n'y en a pas non plus énormément, mais c'est vraiment pas mal. On va revoir ensuite ce premier, allez, tiers. Mais comme vous le voyez, on peut décider d'agrandir cette partie de l'écran. Donc ce premier tiers de l'écran sur la partie navigation, mais pas que. Parce qu'en fait, on a plein de widgets ici qu'on peut faire défiler. Si je veux regarder la pression des pneus, c'est celui-là qui va s'afficher ici. Si je veux afficher Apple CarPlay, c'est celui-là qui va s'afficher. Si je veux appeler le GPS, voilà. Et donc on va avoir ces petits onglets qui vont défiler, etc. et nous permettre de choisir l'écran qu'on veut voir. Et ensuite, eh ben, la dernière partie de cet écran, tout en bas, la gestion de la ventilation, température de chaque côté, température automatique, gestion automatique. On peut gérer les sièges chauffants de façon automatique comme on peut l'avoir aussi chez Tesla, la ventilation, le volant chauffant, etc. C'est vraiment très ergonomique, ça tombe très bien sous les yeux, même si c'est vrai, je l'ai vu sur certaines vidéos, certains commentaires, c'est vrai que la partie climatisation est basse sur le tableau de bord, donc il faut vraiment baisser les yeux, donc ne plus regarder la route pour arriver dessus. Mais j'ai déjà roulé 400 km et je sais où sont les menus, donc on retrouve très rapidement nos petits, c'est quand même très intuitif. Et alors moi, tout le monde n'est pas d'accord, mais alors moi, ce petit bouton de volume, voilà, juste là au milieu de l'écran, c'est extra. Moi je trouve que c'est extra, même si au toucher, il fait un peu cheap, hein. Il y a des petits crans quand on tourne, etc. On les sent, mais on sent que c'est du plastique léger. Voilà, ça fait peut-être un peu cheap. Et puis voilà, allumer, éteindre le volume. Donc franchement, moi cet écran, je le trouve vraiment très très bien. On a les informations essentielles. Il est assez réactif. Hein. Si j'agrandis, hop, le GPS, bah, vous voyez, l'écran il est quand même assez réactif. Moi franchement, je le trouve plutôt pas mal. Voilà, 3D, 2D. Bon, l'écran devant nous, comme je vous le disais, moi, il tombe bien sous les yeux. J'ai pas besoin d'affichage tête haute.
Ensuite, au niveau du réglage du véhicule. Sur le réglage du véhicule, on va voir des commandes et puis ensuite les réglages vraiment du véhicule. Et là, on peut régler beaucoup de choses. Les menus sont assez intuitifs, assez ergonomiques. Le menu charge, je suis peut-être un peu moins convaincu, mais sur le menu charge, qui est quand même un des menus importants pour nous en voiture électrique, c'est ici que l'on va décider de notre niveau de charge, qu'on va pouvoir régler l'heure à laquelle on part le matin si on veut programmer ça, et une température dans le véhicule. Alors on ne peut régler ça que sur des notions de froid, moyen, chaud. Voilà, on n'a pas la possibilité de définir la température en tant que telle. C'est dommage. Le lieu de recharge, donc on peut définir des lieux de recharge et donc avec un planning et un niveau de recharge là-dessus. Voilà, et pour l'instant, je suis à 60% de batterie et il me donne une autonomie de 285 km. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, il existe plusieurs versions de la Ford Mustang Mach-E. Deux types de batteries, 78 ou 99,8 kWh. Et on peut être soit en propulsion, soit en 4 roues motrices. Donc pour chaque batterie, on va avoir cette déclinaison qui existe. Aujourd'hui, moi, je suis dans le véhicule, donc en finition premium. On a une finition basique et une finition premium. Je suis dans la finition premium de la version grande batterie propulsion RWT. C'est celle qui annonce le maximum d'autonomie WLTP 600 km sur le site de Ford. La version 4 roues motrices va être donnée pour 550 je crois km d'autonomie et ils viennent de sortir récemment la version GT, donc qui est la version grande batterie bimoteur mais moteur débridé. Et là, ils annoncent 500 km d'autonomie avec une voiture un peu plus punchy. Là, on est sur des accélérations données pour entre 5 et 7 secondes au 100 km. Moi, je dois être dans celle qui a le moins de pêche, entre guillemets, hein, donc RWD grosse batterie. Hein, la voiture fait presque 2 tonnes 100. Et je dirais ça va se rapprocher des accélérations qui sont annoncées sur le modèle Y Propulsion qui est déjà commencé à arriver et à être livré en France, qui est donné pour 6 secondes 9 si je dis pas de bêtises. Donc on est sur des performances d'accélération équivalentes à cette Ford Mach-E, donc grande batterie RWD. Donc voilà, donc on revient sur l'écran, commande, réglage, etc. Sur les parties commandes, on a des modes de conduite. On a 3 types de modes de conduite. Alors c'est assez rigolo, c'est le texte d'explication. Donc on a Whisper, conduite homogène, calme et tranquille, le meilleur mode pour les conditions glissantes ou enneigées. On a le mode active, on va dire c'est le mode normal, hein. Conduite équilibrée pour s'amuser au quotidien. Et on a le mode Untamed, c'est le mode sur lequel je roule. Et ce mode Untamed, c'est le mode sport en fait, hein. Conduite excitante, machine et route ne font plus qu'un. Bon, j'ai déjà vu sur plusieurs vidéos, je vais redire les mêmes choses que d'autres youtubeurs ont dit. Le gars qui a écrit les textes, il s'est bien amusé, c'est assez rigolo. Donc je suis sur le mode Untamed, c'est le mode qui va nous donner plus d'accélération. Pourquoi je suis passé sur ce mode-là? J'ai l'habitude, moi sur ma Tesla Model 3, d'avoir une voiture qui est, moi je suis sur le mode normal qui correspond au mode sport sur la voiture, qui est très réactive dès qu'on appuie sur l'accélérateur ou autre. Au début j'étais sur le mode active. Et sur le mode active, je ne sais pas si vous le verrez quand je change le mode, hein, on a une couleur qui change et puis j'ai des petites représentations sur l'écran du volant qui viennent de changer. Hein. Je remets le mode Untamed, voilà, vous allez voir des petites améliorations, on voit qu'on change de couleur de police. Voilà. Et sur le mode active, je me disais, il est lourd, il n'est pas punchy, il accélère, il reprend, mais il n'est pas aussi punchy. Je me dis tiens, on va tester le mode Untamed, parce qu'au début je me suis dit, mettre sur le mode active pour gérer la consommation ou autre. Et bien là, regardez. Il accélère. Voilà, on va s'arrêter là. Bonne accélération. Un peu comme sur la Model 3, c'est-à-dire que le 0-30, on n'a pas un coup de pied au cul. Hein. Moi, je vais avoir sur la Volkswagen ID3 plus l'impression du coup de pied au cul, de poum, ça part. Mais on a une accélération qui est franche, qui est progressive, etc. Je ne suis pas sur la version la plus puissante, j'ai que le RWD, mais franchement, l'accélération est là. Et en reprise, là par contre, exactement comme sur la Tesla, on a des reprises de fou. C'est... Voilà. Et moi, finalement, c'est ce que je préfère parce que le 0 à 100, je le fais jamais au quotidien. Faire le kéké au stop, au feu et partir plus vite que les autres, c'est pas le truc qui m'intéresse. Par contre, dépasser, m'insérer, m'insérer sur une voie rapide, m'insérer sur un rond-point, etc. Là, je trouve que c'est très intéressant. Et sur le mode, si je passe au mode actif, par exemple, j'ai de la reprise. Si je me mets sur le mode Whisper, là, c'est beaucoup plus calme, hein. C'est beaucoup plus calme. Mais je pense qu'en termes de consommation, le mode Whisper va être beaucoup plus important. Donc voilà, donc je roule sur le mode Untamed parce que je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de ma conduite avec ma Tesla Model 3.
Donc voilà, je dirais en termes d'écran, on est vraiment bien. En termes d'ergonomie volant, il nous reste des boutons. Et c'est pas si mal que ça. Alors déjà sur la portière, moi je trouve que l'ergonomie de la portière, ce dessin avec ce bloc de commande, de rétroviseur et d'ouverture des vitres qui remonte, est très ergonomique et vraiment très agréable. Franchement, on trouve sur la portière aussi fermeture centralisée, ouverture, les positions de réglage et compagnie. Ici, sous le tableau de bord à gauche, on va retrouver tous les réglages des phares. C'est peut-être le moins ergonomique je trouve, parce qu'il faut vraiment se baisser, etc. pour vérifier où on est. Bon. J'aurais peut-être préféré un rappel ou un réglage ailleurs. On a deux commodos, donc on a le commodo de plein phare et puis le commodo de clignotant, etc. à gauche. À droite, on va avoir le commodo qui gère l'ensemble des lave-glace, balai d'essuie-glace avant, balai d'essuie-glace arrière. Quelque chose qui est très conventionnel. Sur la gauche, sur le volant, on va avoir ce petit bloc qui va nous gérer tout ce qui va être régulateur, limiteur de vitesse, activation du régulateur. Hop, on va l'activer. Gestion de la distance avant-arrière, gestion du maintien, activation du maintien sur la ligne de voie, si on veut passer en limiteur, et puis bah, l'activation, voilà, là je suis à 70 km/h. Voilà. Alors, concernant justement ce régulateur adaptatif avec maintien actif de la voie, il est pas mal, le maintien actif de la voie. Je l'ai testé sur 4 voies. Il est assez efficace, mais il faut vraiment que les conditions de visibilité soient très bonnes, parce que dès qu'il va avoir du mal à lire les lignes, il s'active pas. Et sincèrement, je l'ai vu sur mes trajets, le travail-retour, 4 voies, quand il pleut, etc. Il est très vite en difficulté sur la vision, la visibilité des lignes, ce qui fait que dès qu'on va être dans des conditions un peu dégradées, on va quasiment jamais avoir ce maintien actif dans la voie. C'est dommage, moi je trouve, parce que moi la Tesla va être beaucoup plus active là-dessus. Il me fait quand même beaucoup moins de bêtises, de mauvaises interprétations que ma Tesla. Par contre, nous on s'est aperçu hier avec Rosen, parce que moi j'ai activé le détecteur de panneaux. Et sur la 4 voies, il va être capable de me lire et de prendre pour lui les panneaux à 70 de sortie de 4 voies. Il va lire le panneau de 70 parce qu'on est sur une nationale à 110 et il va penser que c'est pour lui 2 fois. Il nous a quand même bien ralenti de façon assez vigoureuse sur la 4 voies et ça c'est un petit peu dangereux. Le maintien actif de la voie, sincèrement, je vous le déconseille sur départemental. Moi, je l'ai testé et 1 ou 2 fois, il m'a fait quand même des choses un peu bizarres. On sent qu'il est beaucoup moins à l'aise. Clairement, on sent qu'il est fait pour la 4 voies, pour les highways et nos départementales, etc. De toute façon, Tesla le dit aussi, BMW le dit aussi, c'est prévu pour les 4 voies, c'est pas prévu pour les départementales, même si les systèmes sont capables de le faire, mais ils vont se retrouver beaucoup plus facilement en difficulté, ce qui est le cas de celui-ci. Le régulateur est très bien, adaptatif. Contrairement à Volkswagen, il ne va pas anticiper, par exemple, si j'arrive sur un rond-point ou autre, mais j'ai vu ça nulle part ailleurs. Par contre, la lecture des panneaux, voilà, en dehors des quelques petites erreurs, est très efficace. Il s'adapte vraiment vite et il est lu presque même mieux que sur la Tesla. Parce que moi, j'ai des zones à 70 où la Tesla va passer devant et ne va pas voir les panneaux. Et d'autres zones, des panneaux de travaux, la Tesla va bien les lire. Voilà, moi, je trouvais que la lecture était globalement pas mal. Mais voilà, ça reste des aides électroniques. Il ne faut pas leur faire confiance à 1000%. Le maintien actif dans la voie, bah écoutez, moi, j'aime beaucoup. Parce qu'on est sur un volant capacitif, comme sur les Volkswagen ou autres, et c'est génial, ou sur la Mégane E-Tech, c'est génial. Voilà, on n'est pas obligé de faire des actions sur le volant comme sur la Tesla, au risque de le déconnecter. Là, il suffit juste de palper le volant, etc. pour être reconnu. C'est un vrai plus en conduite. Donc voilà sur le descriptif. Ici, il faut qu'on en parle. Ici, on a un petit bouton pour démarrer la voiture et éteindre la voiture. Non, on est sur une voiture électronique hyper technologique en plus. Et ils nous mettent ça. Et le pire, si vous sortez de la voiture, vous n'avez pas éteint la voiture, le moteur, et que vous voulez fermer la voiture, et la voiture elle klaxonne. Ça m'est arrivé 2-3 fois ce week-end. Mes voisins ils sont contents de le savoir. Donc je pense que c'est une habitude à reprendre, que je n'ai pas du tout. Mais voilà, il faut quand on monte, il faut appuyer une fois pour démarrer la voiture, et il faut réappuyer pour arrêter la voiture. Bon. Sur le tableau de bord, donc on a une première partie sous l'écran avec au fond 2 prises, une USB-C, une USB-A. On a aussi derrière la coudoir aussi une autre USB-C, une USB-A. Je trouve que le choix est pertinent parce que aujourd'hui on est quand même sur des appareils, smartphones ou
d'autres, ou en fonction des marques, des années, des générations, etc. On flirte entre l'USB-C et l'USB-A, donc je trouve c'est intelligent de pouvoir proposer les deux, ça donne un peu plus de facilité pour tout le monde. Ici, on a un chargeur à induction pour le téléphone. Ici, un emplacement autre, un revêtement antidérapant, c'est plutôt pas mal. Ici, on a les porte-gobelets. Donc globalement, c'est pas mal. Et dessous, ici, on a un autre rangement. Bon, moi, c'est des rangements que je trouve qui ne servent à rien. Là, si je veux extraper quelque chose, je ne peux pas le faire. Alors, c'est peut-être prévu que pour le passager, mais je trouve que c'est pas du tout pratique. Bon, et toujours un peu peur, même s'il y a un rebord, toujours un peu peur que dans un virage, si je mette un objet un peu trop haut, ils sortent et viennent sur mes pieds, etc. Je suis pas fan. Allez, on s'insère sur la voie rapide, j'active le régulateur avec maintien actif. Et donc là, vous voyez, ici sur mon téléphone, donc j'ai une bulle à l'avant qui est le régulateur adaptatif et vous avez vu qu'il vient de s'activer. Le maintien actif de la voie vient de se faire, vient de s'annuler. Hein, vous voyez, les conditions ne sont pas géniales et il a du mal à maintenir le maintien actif dans la voie. Donc il me met en orange parce qu'il trouve que je suis un peu trop près de la ligne de gauche. Et puis dès qu'il va estimer qu'il peut gérer les choses, et on a cette bulle, ce cercle bleu qui va apparaître avec le volant bleu en dessous pour dire que le maintien actif de la voie est activé. Bon, vous voyez, il pleut. On n'est pas dans des conditions catastrophiques non plus. Il ne veut pas se mettre en route, c'est vraiment dommage. On en revient à la console centrale. Donc ici, j'ai un petit panneau avec le sélecteur de vitesse, parking, recul, neutre, drive et un bouton L si on veut gérer l'intensité du frein régénératif. Un bouton parking, le bouton warning, le bouton frein à main et dessous ici un rangement qu'on peut fermer, très pratique avec une prise 12 volts. Globalement, c'est pas mal. Globalement, c'est pas mal. Je trouve qu'il y a assez de rangement, mais c'est vrai que par exemple, moi j'ai souvent une bouteille de 1 litre, 1 litre 5 avec moi dans la voiture. Et je vais avoir du mal à la mettre quelque part parce que ça rentrera pas dans les portières ou autre. Mais globalement, on est pas mal. Ici, on a une boîte à gants d'un volume qui est correct. Donc, on est pas mal, franchement, en volume. Alors, les sièges électriques sur la version premium des deux côtés avec mémoire de forme et tout, ils sont très enveloppants, moi je trouve, pour mon gabarit. L'assise est très confortable, par contre je trouve que le dossier est un petit peu ferme à mon goût. Les places à l'arrière sont hyper confort, on a beaucoup de place aux jambes, l'inclinaison des dossiers est suffisamment bien faite, donc franchement c'est pas mal. Alors, petit rangement sympa, ici, un range-lunettes, mais c'est tellement bête que si peu de constructeurs y pensent. Ici, on a un petit clips pour mettre carte de crédit, ticket de péage, etc. C'est super pratique. Voilà les petits détails qui font y penser. Ici, on a l'intégration des bus de ventilation qui est très très bien faite au niveau de tableau de bord. Franchement, moi je trouve que c'est pas mal. Niveau rangement et espace. Alors, on va regarder ensemble le coffre. Le coffre est pas très très grand. On a un coffre de 400 litres avec un sous-coffre en dessous on peut bouger le plancher, etc. pour l'agrandir. On a des petits rangements sur les côtés avec déjà une remontée qui est prévue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va pouvoir, comme vous voyez ici, ranger le câble de prise Schuko, etc. Mais voilà, 400 litres, c'est pas gigantesque. On a les sièges qui sont rabattables en 2 tiers, 1 tiers, qui est quand même plutôt pratique. Quand même, le gros avantage de cette Ford Mustang par rapport à d'autres véhicules électriques, comme chez les Tesla, on a un frunk. Le frunk est d'un assez beau volume, il est donné entre 80 et 100 litres. Il est globalement assez logeable, très pratique et il est même étanche, c'est-à-dire qu'on peut même mettre des glaçons si on veut le faire glaciaire. Je crois qu'à la vidéo de lancement de Ford, on avait ce système-là où ils avaient rempli de glace pour mettre des boissons rafraîchissantes dedans et on a un petit trou dans le fond pour pouvoir vider, nettoyer le bac, etc. Donc si vous avez des vêtements sales, des bottes et compagnie, vous pouvez les mettre là, rincer le rangement et tout. Franchement, c'est très pratique. Après, l'ouverture de ce frunk est pas si pratique que ça. Alors, on peut l'ouvrir de l'intérieur de la voiture avec, vous savez, les petites manettes qu'on utilise pour ouvrir les capots des voitures thermiques habituelles. Donc, clac, clac, 2 crans pour l'ouvrir. On peut le faire avec la clé de la voiture. On appuie 2 fois sur la clé de la voiture, ça va déverrouiller. Ou sur le téléphone, si vous avez paramétré votre téléphone comme clé, vous pouvez ouvrir ce frunk. Et là, c'est là qu'on sent qu'on est chez Mustang. C'est une voiture virile. Et je peux vous dire que le coffre, il est pas facile à ouvrir. Il est très très lourd. La chanière est très résistante. Et alors, pour le fermer, là, il faut le claquer. Mais le claquer fort.
Voilà, c'est une voiture très virile. Le capot de la Tesla est beaucoup plus facile à refermer. Donc la gestion du frein, je trouve, est beaucoup plus intelligente et intuitive au quotidien chez Tesla. Là, autant il est très fonctionnel, autant l'ouverture, ouais, elle est un peu punchy, quoi. Donc voilà, donc on est sur une voiture, on va dire, ouais, familiale, 5 personnes facilement. Bien sûr, la place arrière centrale, comme d'habitude, est un peu ferme au niveau du dossier. Donc à 4 adultes, on va être très bien. 3 enfants derrière, c'est gérable. Entre le coffre et le frein, qu'on est autour de 500 litres de chargement, bon, c'est pas une déménageuse, mais c'est correct. On est quand même dans une Mustang. Voilà, on est quand même dans une Mustang. C'est pas une voiture de déménageur, une Mustang, hein. C'est clair que d'autres véhicules dits SUV vont être beaucoup plus logeables. Je roule en Mustang là quand même, franchement. Bah voilà, c'est la classe, c'est la classe. On va se retrouver, je vous propose tout de suite en débrief. On va regarder un petit peu l'application ensemble. On va regarder les consommations et la gamme tarifaire pour conclure ensemble, savoir bah, est-ce que c'est une voiture que je pourrais acheter. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve à l'arrière de la Mach-E, dans le studio, et puis il est plutôt confortable. Non, clairement, les sièges arrière sont vraiment sympas. Moi, j'apprécie beaucoup. Et puis, c'est vrai que le confort, on retrouve un petit peu ce dessin des portières à l'arrière, voilà, des lumières supplémentaires, voilà. Bon, franchement, je trouve que l'arrière est plutôt pas mal fait. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Je vais revenir aussi sur des petits détails tech que j'adore dans cette voiture. L'ouverture des portières. Regardez, je vais vous montrer tout de suite. L'ouverture des portières sur par des petits boutons qui vont déclencher un petit vérin qui va entrebâiller la portière. À l'avant, une sorte de petit rebord un peu aérodynamique, on va tirer. À l'arrière, on va glisser la main derrière la portière et on a un caoutchouc un petit peu très soyeux ou touché, etc. pour ouvrir les portières. Moi, je trouve ça, les petits détails tech, très sympa. Alors, on va aller ensemble sur l'application Ford. Donc, eh ben, on arrive sur une page d'accueil. Globalement, on va retrouver des informations générales sur la voiture, photos avec la couleur de votre voiture, le niveau de charge, les kilomètres estimés par rapport à la consommation des derniers voyages que vous avez fait. On peut donc afficher des chargeurs autour de nous sur la carte. On va y revenir juste après. Démarrer la voiture, l'ouvrir, la fermer. Voilà, des petites commandes, ouvrir le coffre avant, etc. C'est pas mal. Pas aussi développé que sur d'autres applications, mais voilà. Là, par exemple, on peut intervenir sur la température, sur la ventilation ou autre, qu'on peut retrouver chez BMW ou d'autres applications. Ici, sur le menu véhicule, donc vous allez voir le compteur kilométrique, combien d'autonomie il reste, l'état du véhicule. Si vous avez programmé une heure de départ, l'heure de départ, c'est l'heure à laquelle vous allez dire je vais partir pour que la voiture soit à température. Par exemple, là, c'était réglé moi pour le dimanche et j'avais réglé la température de l'habitacle à moyen. Donc voilà, donc on peut régler ça ici. On peut vérifier l'état du véhicule, donc surveillance par exemple de la pression des pneus. Donc voilà, j'ai en live la pression de mes pneus. Les recharges en cours. Donc les différents paramètres de recharge. Est-ce qu'on a des horaires de recharge préférentiels? Est-ce qu'on a des heures de départ préférentielles? Donc on va retrouver ça quasiment chez tous les constructeurs. Mais voilà, on peut le faire de l'application, on peut le faire de la voiture, mais aussi de l'application. Donc c'est vraiment pas mal. On peut voir nos journaux de recharge. Et là, on ne le retrouve pas chez tout le monde. Et donc voilà, la dernière recharge que j'ai fait, j'ai rajouté 80% de batterie à 90%, 322 km, 10h24, voilà. Intéressant. On va retrouver aussi, alors réseau de recharge Blue Oval. Je n'ai pas de compte là-dessus. Donc voilà, mon fonctionnalité en plus. Et surtout, là, ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir retrouver les trajets des 30 derniers jours avec, par exemple, ça c'est un trajet que j'ai fait ce matin, l'efficacité, l'énergie utilisée, etc. Donc voilà, on peut retrouver un journal de trajet. C'est plutôt pas mal. Je trouve que l'application là-dessus est assez intéressante. Et puis, on va avoir des fonctionnalités et paramètres. On peut définir un point d'accès Wi-Fi. Donc utiliser notre voiture et sa clé 4G comme une bande d'accès Wi-Fi pour les gens qui sont à bord de la voiture, par exemple des enfants qui voudraient jouer avec la Switch connectée pendant le voyage. La clé intégrée au smartphone ou pour gérer les mises à jour logicielles. Voilà. On peut gérer tout ce qui est partie entretien. Et sur la partie carte, on peut aller filtrer des bornes de recharge, leur disponibilité. On peut définir un réseau préférentiel, par exemple ici Ionity, puisque Ford est actionnaire du consortium Ionity. Et puis voilà, hop, tout de suite, vous voyez, j'ai les différentes bornes, par exemple ici Allego. Voilà, toutes les bornes, etc. Donc c'est franchement pas mal. Et si je regarde pour ma destination, par exemple si je veux aller à Andernos-les-Bains, alors si je l'écrivais bien, ce serait pas mal. Andernos-les-Bains. Andernos-les-Bains, vitesse de recharge, tac, 373 km. On fait ça en live, on voit un petit peu le temps. Et il me met les différentes bornes qui sont dessus.
Alors, à 191 km, à 212 km. Tac, tac, tac. Allego Carrefour Niort, voilà. Si je veux aller au Unity, voilà. Donc, et puis je vais vous mettre, en fait, et c'est ça que je vous ai pas présenté jusqu'à présent, c'est quand même une des seules voitures qui a un planificateur de trajet assez intéressant. Je vous mets des images que j'ai pris en parallèle. Donc pareil, pour aller en Andernos-les-Bains, globalement, vous tapez la destination, il va vous dire le trajet, il va vous définir le trajet que lui il estime le plus rapide. Vous lui dites on y va, et à partir de là, il va vous dire s'il y a besoin ou pas d'une recharge. Et s'il y a besoin d'une recharge, il va vous proposer un itinéraire de recharge. Alors là, voilà, j'étais à 56% de batterie, c'est pas l'idéal pour partir sur Bordeaux en partant de Lorient, je serais plutôt parti à 90 voire 100 km. Mais voilà, il me propose un premier arrêt de recharge pas très long, d'une dizaine de minutes, sur une borne que je ne connais pas trop, du côté de Nantes, alors qu'il y a du Total, il y a Tesla qui est ouvert ou non Tesla, etc. Même si la prise de recharge est située à l'avant gauche sur la Mustang, ce qui est plutôt pas mal pour aller charger chez Unity, Allego, etc. Mais chez Tesla, elle n'est pas du bon côté. Il aurait fallu qu'elle soit à l'avant droite. Donc on va se retrouver comme avec les Volkswagen, obligé de se garer sur la mauvaise place pour prendre et pouvoir accéder à une borne de recharge, à une prise de recharge. Donc voilà, inconvénient. Et puis sur ce trajet-là, après il me propose 2 arrêts de recharge assez courts, 20 minutes et 10 minutes. Donc on est vraiment en mode itinérance, il ne va pas aller chercher des recharges trop fortes. Et en fait on le voit pourquoi, et c'est là que c'est pas mal, parce que le planificateur est assez optimisé. Si on regarde les courbes de recharge que j'ai pu récupérer sur Automobile Propre, donc la grande batterie, on a une puissance de recharge maximum de 150 kW et je crois que c'est 115 kW pour la petite batterie. Et en fait, jusqu'à 25-30%, on est au maximum de recharge. Et ensuite, ça va baisser assez progressivement, un petit peu comme la Tesla Model 3, je regardais, puisque à 70-75% de charge, on est autour des 70-80 kW, un peu comme sur ma Model 3 Standard Range Plus. Et donc voilà, on voit que le planificateur, lui, va essayer de vous peut-être vous multiplier des arrêts. Là, il m'en propose 3, mais de rester sur des charges qui vont pas aller jusqu'à plus de 40-50% pour que votre temps de recharge soit le plus court possible. Est-ce que c'est la meilleure des stratégies? Je ne sais pas. Mais voilà, ce planificateur est quand même efficace, rapide, nous propose des bornes a priori correctes. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va regarder ensemble les consommations. On se met ça tout de suite et je vous mets en incrustation les consommations. Je regarde ça en même temps avec vous sur mon téléphone. Donc sur ce trajet mixte qu'on a fait ensemble de 32 km, et bien 19,5 kWh au 100 km. C'est assez important, je veux le noter parce qu'il pleut, il y a du vent. Moi j'ai déjà fait des essais notamment avec le BMW iX3 et avec ma Model 3 et ça influe énormément sur la consommation. Et bien là je me retrouve pour 35 minutes, 32 km, 19,5 kWh, ce qui me fait une autonomie de 512 km comparé aux 600 WLTP. Si je fais 512 divisé par 600, voilà, c'est 15% de plus que la consommation WLTP. Et si vous regardez sur les autres voitures, je suis plutôt autour des WLTP. Maintenant, on va regarder sur mon trajet habituel. Domicile de travail, aller-retour, c'est un trajet que je fais. Comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, si vous avez regardé les autres vidéos, pourquoi je pourrais acheter. C'est un trajet que je fais souvent, qui est normé notamment avec ma Tesla Model 3. Et maintenant, j'ai pas mal de données avec différents véhicules. Si on regarde le Mustang Mach-E, à l'aller, j'ai une consommation de 19,3 kWh au 100 km. Au retour, 16,5. On a une déclivité montante à l'aller, déclivité descendante au retour pour ceux qui ne suivent pas, qui c'est la première vidéo que vous regardez. Ce qui fait qu'en moyenne sur ce trajet aller-retour de plus de 120 km, je suis sur une consommation moyenne de 18 kWh au 100 km. La batterie fait 99,8 kWh, ce qui me donne une autonomie de 554 km contre les 600 WLTP. Je vais vous mettre maintenant en incrustation parce que le premier jour où j'ai tourné avec ce Ford Mach-E, sur ce trajet global, j'ai fait, je vous le mets ça tout de suite, sur cette journée de 345 km, j'ai eu une consommation globale de 20,7. Et bien ça me fait une autonomie WLTP de 482 km par rapport aux 600 WLTP avec cette batterie. Ce qui veut dire que sur de la nationale à 110, j'ai une autonomie de presque 500 km avec ce véhicule. Je vous mets en comparaison Skoda Enyaq où j'étais plutôt à 438 km d'autonomie, 18% de moins que le WLTP. Ma Model 3 SR+, sur des trajets aller-retour sur national 156 km, je suis à 13,45, 409 km d'autonomie, en dessous du WLTP de 10%. Et le BMW i4 M50, 443, c'est 15% en dessous du WLTP. Donc là, on voit que cette Ford Mustang Mach-E sur national à 110, vitesse régulée au régulateur de vitesse. On n'est pas très loin des 500 km d'autonomie
J'ai pas pu tester l'autoroute parce que je n'en ai pas à portée de main pour voir sa consommation, mais je pense qu'on doit pouvoir facilement faire entre 300 et 400 km d'autonomie sur autoroute en fonction de la météo et de la saison. Donc, globalement, en autonomie, l'autonomie est, à ma façon de conduire, et moi d'habitude je suis plutôt au WLTP, un petit peu moins bonne que le WLTP. Mais on est sur une très très grosse batterie, hein, sur le véhicule que j'ai essayé, 100 kWh, donc ce qui nous donne quand même une autonomie largement suffisante. Il existe une petite batterie en RWD qui est annoncée à 440 km d'autonomie. Je serais curieux de tester pour voir si je suis un peu plus proche. Ce véhicule, il fait un peu plus de 2 tonnes, je crois que c'est 2 tonnes 60. À voir sur la petite batterie ce que ça donne. Mais là, clairement, bah voilà, vous êtes quand même globalement large. Vous êtes entre 400 et 600 km d'autonomie avec cette voiture. Un temps de charge qui est annoncé sur le site d'Automobile Propre 2080 autour des 30 minutes, avec une charge maximum à 150 kW pour la grosse batterie. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, même si, voilà, il faut le dire, c'est une voiture qui consomme. Et bien alors Armel, pour conclure, est-ce que tu pourrais acheter cette Ford Mustang Mach-E? En tarif, la Mach-E, prix catalogue, en fonction des versions, on va de 61 à 69 000 euros. La version que moi j'ai essayée est à 73 000 euros avec les différentes options, peinture ou autres qu'on peut avoir sur le véhicule. Cette voiture est superbe. D'un point de vue stylistique, elle est superbe. L'avant est très très bien. L'espace intérieur, le confort, le silence, j'en ai peut-être pas beaucoup parlé pendant que je roulais, mais le silence est assez impressionnant. Elle est beaucoup plus silencieuse que ma Tesla Model 3. Le volume de chargement est moyen. Hein, on est à 400 litres dans le coffre, plus une petite centaine de litres à l'avant. C'est pas extraordinaire. À 4 adultes, ça doit suffire. C'est pas une grosse familiale, mais on est sur une Mustang, quoi. Faut revenir là-dessus. Le prix est un petit peu important, mais c'est une Mustang. J'irais moi entre une ID4 et une Ford Mustang, entre même une Model Y et une Ford Mustang, c'est une Ford Mustang, même si c'est pas un V8, etc. Il faut quand même savoir que en 2022, jusqu'à juillet 2022, la Ford Mustang Mach-E se vend quasiment en même nombre d'exemplaires que la Mustang thermique dans le monde. Je crois qu'on est à 29 000 Mustang thermiques vendus pour 26 000 Mustang Mach-E vendus. Et cette année, c'est la première fois où sur 2 mois de l'année, c'est-à-dire en mai et en juillet de cette année, la Ford Mustang Mach-E s'est vendue plus de 15 à 20% que la Ford Mustang thermique. Donc clairement, c'est une voiture qui est demandée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la moitié des Mustangs vendus, c'est une version électrique. Je pense que c'est une très bonne voiture, avec une autonomie qui est rassurante, une vitesse de charge qui est rassurante. On a un chargeur 11 kW en courant alternatif et 115 à 150 kW en courant continu en fonction de la taille de la batterie. Finition, je trouve que la finition est extra pour ces différents points. Oui, je pourrais acheter la Mach-E. Quels sont les défauts de cette voiture? Le frein qui n'est pas très pratique, d'ouverture-fermeture, il faut vraiment y aller, il faut être un peu bourrin. Bon, ça pourrait être mieux. Le volume de coffre à l'arrière est pas extraordinaire. 400 litres pour moi au quotidien serait peut-être un petit peu limite. Et puis la consommation, il faut quand même le dire, la consommation est importante, qui est compensée par une taille de batterie assez forte. Après, moi j'aime beaucoup le côté tech, c'est une voiture qui est clairement technologique, des petits détails comme l'ouverture des portières, on a une ergonomie qui est vraiment super, 2 écrans qui sont bien faits, le multimédia est hyper bien fait, on a un planificateur qui est globalement très satisfaisant, on a une application qui est correcte, et notamment par rapport au Volkswagen qui est bien meilleur que les Volkswagen. Moi c'est une voiture qui est tech. Alors Armel, est-ce que tu pourrais acheter la Ford Mustang Mach-E? Je voudrais me faire plaisir. Ouais, je pense, parce que ça reste une Mustang. Il y a une image qui est quand même un petit peu plus sympa. Et puis, ça je voulais pas le montrer, je vous le garde pour la fin. J'ai toujours détesté les bruits artificiels. Je trouve ça nul. On est en voiture électrique, on l'assume. C'est la première voiture électrique où, eh ben, finalement, j'ai tout le temps roulé avec le bruit artificiel parce que sinon, ça fait pas Mustang. C'est bête, c'est bizarre. Je vous mets tout de suite le son. Je vous laisse l'écouter. On a ce petit son légèrement rauque, légèrement grave, peut-être presque même pas assez fort. Hein. L'intensité du son va varier entre si vous êtes en mode whisper, active ou untamed. Je trouve presque même qu'il n'est pas assez fort. Ça participe au plaisir de conduite et au plaisir de se dire je suis dans une Ford Mustang. Voilà, clairement j'ai beaucoup aimé cette voiture. Elle est un peu chère, elle consomme un petit peu. Je pense qu'il y a des points de progrès là-dessus pour Ford. Mais waouh, non, c'est une sacrée voiture.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.